Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Lives du Social Hub. Les Lives du Social Hub. Les Lives Social Hub, c'est un rendez-vous périodique que nous avons l'habitude de vous proposer en partenariat avec Sonatel sur la page Facebook de Digital 24, également sur les chaînes YouTube Sonatel et page Facebook et compte Twitter de Sonatel. Pour ce numéro spécial qui est dédié à la Journée mondiale des télécommunications, vous le savez, chaque année, le 17 mai, est célébrée la Journée mondiale des télécommunications, mais puisque ça a coïncidé cette année avec un dimanche, donc on a voulu célébrer cette journée aujourd'hui. Pour en parler, nous avons d'éminents invités. Je laisserai le soin à notre co-présentateur, donc Raphaël Solange Ndir de Sonatel, qui va présenter nos invités. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas à participer à cette émission que je rappelle est suivie en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser vos questions et je me ferai le plaisir de les relayer à nos invités. Bonjour Solange et merci d'avoir donc rejoint ce live. Bonjour Muntaga, je suis ravie de vous rejoindre sur ce live qui, comme tu le dis, est célébré, organisé dans le cadre de la Journée mondiale des télécoms qui a été célébrée dimanche dernier, mais on a choisi de faire un live sur la thématique Connect 2030, les ODD et l'éthique aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, nous avons d'éminents panélistes aujourd'hui. Monsieur Ali Drissa Badiel, qui est le représentant de la zone pour l'IUT, pour la zone Afrique de l'Ouest, pour l'IUT. Nous avons également Monsieur Dimitri Sanga, qui est le directeur régional de l'UNESCO. Nous avons également Monsieur Isiaka Sabo, qui est économiste principal au niveau du PNUD Sénégal. Monsieur Philippe Barry, expert RSE et secteur privé, et également président de l'initiative RSE Sénégal. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Madame Beng. Bonsoir. 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 Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui sur ce panel qui a été organisé très, très vite. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et comme je l'ai dit, nous avons une thématique bien précise aujourd'hui, qui est notamment Connect 2030. Aujourd'hui, nous allons discuter des nouvelles technologies et des ODD, des objectifs de développement durable. Donc, si vous le permettez, je vais commencer par m'adresser à Monsieur Ali Drissa Badiel de l'IUT. Monsieur Badiel, l'IUT aujourd'hui est une institution spécialisée des Nations Unies pour aider les États membres et contribue aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour atteindre les objectifs de développement durable. Et donc, c'est dans ce cadre que Connect 2030, l'éthique au service des ODD, a été lancé, il me semble, depuis 2018. Vous me corrigerez au besoin. La première question que j'ai, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Merci beaucoup, Madame Beng. Alors, si vous prenez les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable institués par les Nations Unies, fixés à l'horizon 2030, vous verrez qu'aucun des 17 ODD n'est spécifiquement dédié au TIC. Et la raison en est simple, c'est que les TIC sont quelque part transversales un peu à l'achèvement de chacun de ces 17 ODD. En d'autres termes, les TIC servent de catalyseur pour la réalisation de chacun de ces ODD. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous prenez par exemple l'ODD numéro 1 qui est relatif à l'éradication de la pauvreté, vous conviendrez avec moi, vous travaillez pour un opérateur télécom, vous conviendrez avec moi que le développement des TIC permet de réduire la fracture sociale en créant de la richesse. Voilà. Et vous avez également l'inclusion numérique qui peut se faire grâce au TIC, notamment permet de réduire la fracture sociale en créant de la richesse. Voilà. Et vous avez également l'inclusion numérique qui peut se faire grâce au TIC, notamment par le mobile money. Le mobile money chez vous, à Orange, ça s'appelle Orange Money. Chez MTN, ça s'appelle MTN Money, ainsi de suite. Vous prenez par exemple l'ODD numéro 3 sur la bonne santé et le bien-être. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Les TIC contribuent énormément à la promotion de la santé pour tous, à travers notamment le e-health et le m-health. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais nous avons par exemple
ce cadre-là le programme M-Diabète pour le Sénégal, qui chaque année se décline en M-Ramadan. Et cette année même, le programme, la campagne M-Ramadan a été lancée. Elle va s'achever peut-être une semaine après le Ramadan. Vous avez également le M-Cancer du col de l'utérus, qui est également un projet conjoint lancé par l'UIT et l'OMS au niveau de la Zambie. Vous avez le M-Tabagisme lancé au Costa Rica par l'UIT et l'OMS. Si je prends par exemple l'ODD numéro 4, qui est relatif à l'accès à une éducation de qualité, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Les TIC contribuent énormément à l'éducation de façon générale, à travers le e-learning, le téléenseignement. Et aujourd'hui, avec la crise de la COVID-19 que nous connaissons, beaucoup d'écoles, notamment des établissements supérieurs et certains lycées ou certaines écoles primaires, font du téléenseignement à travers des outils en ligne. Bon, pour vous dire que les TIC contribuent à tous les secteurs d'activité, à tous les secteurs de la vie. C'est en cela qu'il faut voir le sens du Connect 2030. Je m'en arrête là pour l'instant, en attendant d'autres précisions par la suite. Très bien. Merci beaucoup, M. Baguel. Donc, comme vous le dites, le numérique est vraiment transverse. On le vit aujourd'hui nous-mêmes à Orange, hein, dans le cadre de notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise. Vous l'avez dit, en partenariat avec l'IUT, il y a des campagnes justement de M-Diabète, donc la campagne actuellement en cours. Et l'objectif justement est de pouvoir accompagner, sensibiliser les populations dans ce contexte-là. Ça me permet de rebondir sur ce point et de me tourner vers M. Dimitri Sanga par rapport à l'UNESCO et à vos thématiques. Aujourd'hui, l'UNESCO, c'est l'éducation, c'est les sciences, c'est la culture. C'est autant de domaines qui aujourd'hui sont extrêmement touchés par cette pandémie du Covid-19. Quelles sont les réponses que l'UNESCO apporte face à la situation que nous vivons, notamment dans le secteur de la culture et des sciences, par exemple? Merci, madame. Je voudrais d'abord dire que c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel. Je voudrais dire que lorsque cette pandémie s'est avérée atteindre le continent africain, la première des réactions, étant donné qu'il n'y a ni cure ni vaccin actuellement contre cette maladie, ça a été de prendre un certain nombre de mesures pour faire en sorte qu'on puisse freiner la propagation et la transmission de cette pandémie. Ces mesures très salutaires qui ont été prises à juste titre par les gouvernements africains ont quand même eu des effets économiques et sociaux importants. L'un des effets a été de fermer les écoles, les institutions d'enseignement. Donc, les parents se retrouvent à la maison avec les enfants. Et cela a engendré, dans le secteur de l'éducation, par exemple, le problème, le défi est lié au désapprentissage. Lorsque les enfants restent à la maison, ils étaient en train de suivre un cursus normal, ils n'y sont plus. Il y a une possibilité de désapprentissage. Et pour ce faire, les gouvernements ont adopté des stratégies incluant ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Une combinaison de la radio, de la télévision, mais aussi des solutions numériques. On crée des classes virtuelles qui permettent aux enfants qui ont un accès à Internet de pouvoir assurer cette continuité pédagogique. Dans le domaine de la culture, vous imaginez que ces mesures de distanciation sociale, ces fermetures des lieux de culte, ces fermetures des musées, des concerts qu'on a annulés, des lieux de spectacle ont fait que les premières victimes dans le secteur culturel ont été les professionnels de la culture. Et ces professionnels, par contre, ont joué de notre côté un rôle de premier plan dans la diffusion de messages pour pouvoir contrer la désinformation sur cette question de la pandémie et bien comprendre la maladie. Dans le domaine de la communication, vous savez, avec le foisonnement de réseaux sociaux, il y a eu toutes sortes d'informations sur la pandémie, allant de ce qui est vrai à ce qui ne l'est pas. Donc, on a travaillé énormément dans ce domaine pour pouvoir
aider les spécialistes des médias à donner la bonne information pour que nous puissions lutter de manière efficace contre cette pandémie. Les sciences ont été interpellées en première ligne, en ce sens qu'on a mis en doute la capacité des scientifiques africains de pouvoir trouver une solution à cette cure. Donc, nous avons travaillé avec les scientifiques pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas en reste dans cette recherche vers une cure ou un vaccin dans le futur. Je voudrais m'arrêter ici pour cette première question. Effectivement, comme vous le dites, tous ces trois domaines-là ont été extrêmement touchés, notamment ce domaine de la culture, où vous l'avez dit, les artistes ont été en première ligne pour justement communiquer de manière pédagogique vers les populations. L'éducation de qualité qui est l'ODD4 est vraiment au cœur. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard et quelques d'étudiants qui n'ont pas pu aller en cours de manière normale les 2 derniers mois. Et il est vrai que tout ce qui est téléenseignement a été très plébiscité pendant ces dernières semaines. Et cela le sera sûrement encore pendant quelques semaines. Alors, je vais maintenant me tourner vers M. Isiaka Sabo, qui est économiste principal au PNUD de Sénégal. Le PNUD qui vient aujourd'hui en appui au plan Sénégal émergent pour soutenir les efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Monsieur Sabo, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place justement dans le cadre de cet accompagnement-là pour que l'État du Sénégal arrive à atteindre ses objectifs de développement durable d'ici 2030? Merci. Donc, je voudrais me joindre à mes 2 prédécesseurs pour remercier en tout cas les organisateurs de ce panel pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée pour participer à ce panel. En ce qui concerne les actions concrètes mises en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre, j'allais dire l'agenda 2030, parce que je pense qu'il est important peut-être de préciser la subtile différence entre l'agenda 2030 et le programme 2030 et les ODD. Donc, l'agenda 2030, c'est le programme 2030, comme son nom l'indique, c'est un programme avec tout ce que cela implique, qui a analysé la situation du monde en 2015, qui a défini, identifié les grands défis, qui a défini la stratégie, qui a défini le cadre de résultats pour atteindre les grands objectifs, et qui a défini aussi un cadre de suivi, évaluation et de financement. Donc, c'est tout un document complet qui donne le programme. Les ODD ne sont en fait que les cadres de résultats de ce programme. Donc, voilà, c'est la première précision que je voudrais apporter aux participants, à ceux qui suivent le panel. Alors, pour revenir maintenant sur la question, concrètement, au niveau du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda 2030, le PNUD, avec aussi l'ensemble des agences du système des Nations Unies, intervient globalement dans 5 domaines depuis la mise en œuvre de ce programme. Premièrement, dès l'adoption de cet agenda 2030 en septembre 2015, le PNUD et le système des Nations Unies ont lancé en tout cas la campagne de sensibilisation pour l'appropriation de cet agenda par les différents acteurs de développement. Ça, c'est le premier axe d'appui qui est la sensibilisation pour que les acteurs comprennent les enjeux, la portée et l'importance de cet agenda. Deuxième domaine d'appui, il s'est agi de voir, puisque les ODD, quand on prend le cas du Sénégal, ils ont été adoptés en septembre 2015, alors que le PSE est déjà en cours de mise en œuvre. Donc, il s'agissait maintenant de voir maintenant comment évaluer le degré d'intégration des ODD dans ce PSE et de définir une stratégie pour une pleine intégration de ces objectifs de développement durable dans le plan Sénégal émergent. Donc, ce travail d'élaboration des outils ont été faits, que ce soit au niveau global ou au niveau spécifique, au niveau de certaines agences.
Ces outils ont été partagés, les acteurs de développement ont été accompagnés pour qu'ils se les approprient et le gouvernement a élaboré la stratégie d'intégration de ces objectifs de développement durable dans le PSE. Le troisième domaine d'appui, c'est vraiment le suivi de la mise en œuvre. Donc là, nous sommes en plein. Comme vous le savez, dans cet agenda, on a défini plusieurs niveaux de suivi. Donc déjà, au niveau national, chaque pays est tenu d'élaborer un rapport régulier de suivi. Il est prévu aussi chaque année au niveau du forum de haut niveau à New York que des pays volontaires puissent venir partager leur expérience avec les autres pays. Donc ça se fait chaque année. On choisit un certain nombre de pays volontaires. Le Sénégal a été volontaire en 2018. Il a présenté un rapport. Ensuite, il est prévu, dans le cadre du suivi des ODD, chaque 4 ans, d'organiser le sommet des Nations Unies quadriennal pour faire le point. Donc, le secrétaire général des Nations Unies fait le point de la mise en œuvre à l'Assemblée. Donc, il y a eu le premier rapport quadriennal qui a été présenté l'année dernière en 2019. Et donc, nous avons appuyé le gouvernement à élaborer le rapport national et à participer à ces différents forums et sommets. Le quatrième axe domaine, c'est des domaines d'analyse et de recherche pour permettre de mieux mettre en œuvre les ODD. Donc, en particulier pour le PNUD, nous avons, dès 2016, appuyé le gouvernement à faire une évaluation de la capacité du système national à renseigner les ODD. Ensuite, nous avons appuyé le gouvernement à élaborer la stratégie ne laisser personne pour compte. Comme vous le savez, c'est un des principes de l'agenda 2030. Nous avons appuyé le gouvernement à réaliser aussi une étude l'année dernière sur comment combler les gaps vraiment des données pour le moment. Ensuite, nous avons aussi engagé des réflexions sur la revue de l'ODD 10, ce qui porte sur les inégalités. On pense que c'est une ODD très importante. Donc, tout ça, ça complète aussi ce que les autres agences du système des Nations Unies ont pu réaliser dans ce domaine. Le dernier domaine d'appui, c'est vraiment l'appui programmatique. Donc, le gouvernement a intégré les ODD dans le PSE qui reste le cadre de référence des politiques publiques. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire comme appui, que ce soit au niveau global à travers le plan cadre des Nations Unies pour le développement ou à travers les programmes de chaque agence, contribue justement à la mise en œuvre de ces ODD. Donc, voilà ce que je peux dire en termes d'actions concrètes dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour la réalisation des ODD au Sénégal. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sabo. Comme vous l'avez dit, les objectifs de développement durable sont très ambitieux, notamment l'agenda 2030. Cela fait 5 ans qu'ils sont déployés. Il reste encore 10 ans, donc ça veut dire qu'ils font un suivi, une évaluation régulière pour être en mesure de savoir où est-ce qu'on en est sur les 17 ODD. Et ça demande surtout aussi l'implication de toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé. Et ça me permet de m'adresser à M. Barry, M. Philippe Barry, qui est aujourd'hui un expert du secteur privé. Alors, on dit que les ODD exigent aujourd'hui une action internationale de la part du gouvernement, des entreprises et de la société civile. Et que les entreprises sont non seulement appelées à contribuer, mais également à guider cette transformation. Monsieur Barry, est-ce que vous pensez que les entreprises sénégalaises, et notamment africaines, sont prêtes pour cette transformation? Alors, merci Madame Ndir, et merci à la SONAT pour cette invitation. Effectivement, il est vrai que les conditions d'émergence d'un pays comme le Sénégal, mais plus largement les pays africains, nécessitent aujourd'hui une transformation de nos modèles de production et de consommation. Cette transformation appelle surtout de la part de nos dirigeants d'entreprise une appropriation de nouveaux modes de management stratégique qui soient davantage orientés vers le développement de concepts qui sont en lien avec l'innovation et le développement durable. Donc, je veux notamment citer, bien entendu, le digital, mais également le développement
de concepts comme l'économie locale, l'économie circulaire, l'économie verte et bien entendu la responsabilité sociétale d'entreprise, autant de concepts de notre temps qui doivent permettre aux entreprises de répondre à la fois aux objectifs de rentabilité, puisque c'est la vocation première d'une entreprise, mais également et surtout de répondre à la forte pression économique, sociale et environnementale qui est exercée de plus en plus vivement par les populations. Alors, à votre question, les entreprises sénégalaises et plus globalement le secteur privé sont-ils prêts pour cette transformation? Avant de répondre précisément à cette question, je voudrais partager avec vous un certain nombre de constats sur notre environnement des affaires ici au Sénégal et qui ne favorisent pas cette transformation. Permettez-moi de faire un focus sur 3 enjeux qui me paraissent essentiels et qui font l'objet d'une interrogation chaque jour de ma part. Ma première interrogation porte sur le profil de notre secteur privé et de nos entreprises et leur capacité à anticiper, à analyser et à se projeter dans cette transformation. Lorsqu'on observe que 97% de nos acteurs économiques évoluent dans le secteur dit informel et sont donc très éloignés de nos préoccupations de développement durable. Que la grande majorité des dirigeants d'entreprises qui évoluent, eux, dans le secteur formel, soit les 3% restants, ont une très, très faible connaissance des enjeux et des impacts qui sont liés aux objectifs de développement durable. Et enfin, qu'une grande majorité des grandes entreprises identifiées comme potentielles engagées RSE ne sont pas toutes encore appropriées les outils pour impacter significativement et durablement les objectifs de développement durable. Alors, ma seconde interrogation porte sur le développement de la production locale et l'entrepreneuriat local. Un sujet, je sais, Madame Dir, qui vous est particulièrement cher, selon moi, devrait être replacé au rang de surpriorité nationale. Toutes les conséquences, bien entendu, tout ce que cela implique, et cela afin d'atténuer la très forte dépendance économique et commerciale de tous les secteurs productifs vis-à-vis de l'étranger. Je prendrai comme exemple le secteur agro-industriel, puisque cela fait maintenant 35 ans que je travaille et que je suis l'évolution des tendances justement de certaines productions ici au Sénégal. Et je m'interroge encore sur le fait que depuis toutes ces années, notre pays, le Sénégal, n'est pas encore autosuffisant sur des filières agro-industrielles de base. Je pense notamment au riz, au sucre, à la tomate, à la pomme de terre, et j'en passe. Idem pour les médicaments, sujet d'actualité avec la crise du Covid-19, où j'observe qu'il n'y a aucune structure, aucune filière structurée au Sénégal sur le développement de plantes à usage médicinal et cosmétique, alors que notre pays regorge d'un patrimoine végétal abondant et riche. Donc, j'observe également qu'il n'y a pas de politique donc agressive de promotion de la santé préventive qui soit tournée vers nos plantes locales et l'accompagnement d'une telle filière. Enfin, la troisième et dernière interrogation est liée à l'innovation et la recherche et la capacité de nos entreprises à intégrer en fait ces notions de développement durable dans leur politique de responsabilité sociétale et notamment par l'innovation et la recherche. Le constat est que très peu d'entreprises ont intégré dans leur organisation interne une telle fonction. Peu d'entreprises sont réellement tournées vers l'innovation technologique en relation notamment avec les milieux académiques et peu de réflexions
et d'analyse stratégique sont menées en interne sur les questions de développement durable et d'innovation sociale et sociétale qui en découlent. Pour finir et répondre en fait à cette question très précise, Madame Dir, ma réponse en ce qui concerne le Sénégal est que non, les entreprises ne sont pas globalement toutes prêtes, loin de là, pour une transformation vers un modèle durable, et qu'elles le seront sous la seule condition qu'elles soient réellement accompagnées dans le cadre de politiques publiques plus incitatives en matière de développement durable et de RSE. Merci, Monsieur Barry. Merci beaucoup. Le système économique que nous avons, notamment justement avec une économie qui dépend beaucoup des importations et qui doit nous penser à repenser un peu notre modèle et à consommer local, à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Un autre élément que j'ai également noté et qui ne favorise pas forcément cette prise en compte des ODD, c'est 97% de notre économie qui est dans le secteur informel, et que même les entreprises qui aujourd'hui s'investissent dans la RSE, on voit les limites qu'il y a, même si je pense que ces 5 dernières années, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits sur la thématique, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vais maintenant m'adresser à monsieur Bayel, justement par rapport à cet impact-là du Covid-19 sur Connect 2030. Est-ce que, M. Bayel, cette pandémie a eu un impact déjà? On est à 3 mois, déjà depuis un peu plus de 3 mois depuis le début de cette pandémie. Est-ce que ça a eu un impact sur les orientations qui sont retenues dans Connect 30? Ou est-ce que Connect 2030 continue à suivre son cours sans prendre en compte les impacts du Covid? Merci, Madame la modératrice. Alors, si impact il y a eu, je dirais que cet impact concernerait plutôt l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda Connect 2030. Parce que depuis l'avènement de la COVID-19, les réseaux de télécommunications, les TIC, sont très sollicités. Et beaucoup de pays, beaucoup d'organisations se sont rendus compte de l'importance du broadband. Les pays et les organisations qui n'avaient pas de connexion broadband, en tout cas, se retrouvent un peu coincés quelque part. Donc, d'où la nécessité d'accélérer la mise en place, en tout cas, de l'agenda Connect 2030. Donc, c'est le lieu pour moi ici d'inviter les pays, les États membres de l'UIT et les organisations, et vous, les opérateurs qui êtes un peu les acteurs de premier plan, à accélérer le développement des infrastructures, notamment de la connectivité large bande, pour permettre aux usagers finaux d'utiliser en tout cas les technologies haut débit. Ces technologies sont par exemple les outils de téléconférence. Nous sommes actuellement en train de faire une téléconférence. C'est parce que la COVID nous a empêchés de nous retrouver physiquement. Beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants font du téléenseignement, tout ça à cause de la COVID-19, etc. Alors, c'est le lieu d'accélérer, comme je le disais tantôt, le développement de la connectivité large bande, notamment la 4G et peut-être bientôt la 5G, parce qu'on va bientôt rentrer dans la 5G. La FTTX, la fibre jusqu'à domicile ou jusqu'au bureau, etc. La connectivité broadband par satellite, etc. Alors, pour me résumer, si impact il y a eu, c'est plutôt dans le sens de l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda Connect. Je m'en arrête là pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bayet. Vous l'avez dit, effectivement, on a vu qu'avec cette crise, le télétravail, le téléenseignement se sont beaucoup développés et se sont beaucoup accélérés ces derniers mois. Et il est important pour nous, opérateurs, et c'est ce que nous faisons au quotidien, d'accompagner cette transformation digitale de nos sociétés en mettant à disposition justement la connectivité qui va permettre sur l'ensemble du territoire d'avoir cet accès Internet, mais également d'autres outils qui vont faciliter le quotidien des citoyens et les accompagner dans cette transformation digitale qu'on peut dire un peu obligée et forcée. Mais nous avons, je pense, cette capacité d'adaptation et d'innovation, notamment en tant qu'opérateur télécom, qui nous permet d'y répondre. Alors, Monsieur Sanga, je m'adresse à vous.
cette crise du Covid, vous pensez que par rapport à votre secteur, par rapport à vos domaines, c'est peut-être une opportunité ou sûrement une opportunité pour sortir de cette crise? Je pense que cette crise a défié le continent, certes, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité parce que nous parlons ici des objectifs de développement durable. Lorsque nous parlons de l'Afrique, n'oublions pas que l'Afrique a son cadre de développement qui, heureusement, a plus ou moins chevauche les objectifs de développement durable. Il s'agit de l'agenda 2063. Cet agenda promeut la transformation structurelle des économies. Notre collègue qui représente le secteur privé en a parlé. Nous ne pouvons pas nous contenter des économies qui sont héritées de l'époque coloniale où nous exploitons et exportons les matières premières brutes. Nous vendons du travail, nous vendons, il n'y a pas de la valeur ajoutée, nous n'avons pas assez de revenus et nous étonnons que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour investir dans le social, l'éducation, la santé et le reste. C'est tout simplement parce que ce modèle ne marche pas. Il est très, très clair qu'il nous faut aller vers la transformation structurelle des économies africaines. Et pour que cette transformation structurelle ait lieu, il faut absolument qu'il y ait un capital humain de qualité. Et ce capital humain de qualité, nous ne pouvons pas l'avoir de nos jours sans avoir une très bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication. Lorsque nous étions en train de prôner la prise en compte du numérique dans le système éducatif il y a encore 10 ans, 15 ans, c'était considéré comme un luxe. Il y a quelques universités virtuelles ci et là, on en a au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, mais c'était en fait considéré comme un luxe. De nos jours, avec premièrement les problèmes que nous avons au Sahel avec des enfants à cause de l'insécurité qui ne sont plus dans leur village, dans leur ville, dans leurs écoles, le seul moyen d'atteindre ces enfants-là pour avoir la continuité pédagogique a été de trouver des moyens du numérique, un enseignement à distance. Aujourd'hui, cette crise du Covid-19 qui a forcé tout le monde, même ceux qui sont dans des villes très sûres, de rester à la maison, nous nous sommes très vite retournés aux technologies de l'information. Nous avons buté sur un certain nombre de problèmes pour mettre en place cet enseignement à distance, incluant la connectivité qui n'était pas assez, incluant la formation des enseignants pour créer des classes virtuelles, incluant la disponibilité des outils qui permettraient aux apprenants d'accéder aux cours. Il ne faut pas qu'on attende la prochaine crise pour pouvoir travailler sur ces choses-là. Nous disons que c'est une opportunité unique pour les pays africains de considérer les TIC comme faisant partie du cursus normal, du développement normal du secteur éducatif. En ce qui concerne les autres secteurs, si nous voulons endiguer cette crise et pouvoir prévenir les crises futures de ce genre, il faut énormément de recherche et d'innovation. Et cette recherche et cette innovation ne peut pas se faire sans les technologies de l'information et de la communication. Voilà pourquoi, au niveau de l'UNESCO, nous prônons la mise en commun de peu de ressources que les pays africains ont, l'échange d'expériences entre les scientifiques africains en créant des réseaux de bibliothèques numériques, en créant des réseaux de ressources éducatives libres qui permettent à tout le monde de pouvoir avoir accès à la recherche qui est faite dans un pays ou un autre. Voilà un peu les genres d'opportunités que nous pensons que sur lesquelles nous devons nous baser pour pouvoir non seulement prévenir ce genre de crise dans le futur, mais être prêt si ces crises arrivaient dans le futur. Merci. Merci, M. Sanga. Donc, comme vous dites, pour anticiper sur les crises qui vont peut-être venir ou apporter une réponse à la crise actuelle, c'est également une activité, un axe de la stratégie RSE
de Sonatel qui, depuis 2014, déploie un programme qui s'appelle Connectivité des écoles en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons très vite et très tôt compris que permettre un accès aux écoles n'est pas un luxe, mais vraiment une nécessité. Et lorsqu'on voit les prévisions justement de croissance de la population en Afrique, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui de permettre à un maximum d'élèves d'être connectés, d'avoir également l'équipement, parce que l'équipement va avec, et le contenu. Je pense qu'on reviendra un peu sur le contenu, M. Sanga, qui est également un des axes sur lesquels travaille l'UNESCO. Et ça me permet de faire la transition vers M. Sabo. Alors, cette crise du Covid a touché tous les secteurs, quels qu'ils soient, mais on voit qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Très souvent, il y a des ODD qui sont jugés comme prioritaires pour un pays, pour une entreprise. Est-ce que le Sénégal a des ODD prioritaires et est-ce que justement ceux-ci ont été remaniés ou changés, revus dans le cadre de cette crise du Covid? Merci. Merci, Madame la modératrice. Donc, par rapport à cette question, je pense qu'il faut rappeler quand même dès l'adoption de l'agenda 2030, le gouvernement du Sénégal a choisi la stratégie d'intégrer vraiment les ODD dans le plan Sénégal émergent et de suivre globalement le PSE, qui est le cadre de référence des politiques de développement du pays. Donc, le gouvernement n'a pas souhaité avoir un cadre de suivi des ODD à part, différent du cadre de suivi du PSE à part. Donc, il l'intègre dans le PSE et il suit globalement le PSE. Alors, dès le début de l'adoption de cet agenda, le gouvernement avait fait une première évaluation et il est ressorti que 73% des 169 cibles des ODD sont d'une façon ou d'une autre prises en compte dans le PSE. Ça, c'est dans le cadre surtout du premier plan d'action 2014-2018. Et sur cette base, le gouvernement a élaboré une stratégie pour voir comment intégrer les autres 23% des cibles qui n'ont pas encore été prises en compte dans le PSE dans le cadre du prochain plan d'action, qui est celui en cours qui couvre la période 2019-2023. Et ce qui a été fait, le plan d'action en cours 2019-2023, dans l'évaluation qui a été faite, dit que 97% des ODD, des cibles des ODD, sont d'une façon ou d'une autre prises en compte par le PSE. Donc, le gouvernement n'a pas choisi de prioriser les ODD pour les intégrer, mais d'intégrer l'ensemble des cibles ODD dans le plan Sénégal émergent. C'est vrai que le PSE et son plan d'action lui-même priorisent certains secteurs, qui de fait donc montrent que les ODD des secteurs prioritaires sont considérés comme les plus prioritaires. Voilà donc ce qui a été fait. Alors, en termes d'impact de cette crise sur les ODD, nous sommes en train de travailler justement dans le cadre du système des Nations Unies et avec le gouvernement d'évaluer cet impact sur les ODD. Donc, les résultats vont être certainement publiés dans les jours, les semaines qui viennent pour montrer vraiment les ODD qui sont les plus impactés. Et a priori, déjà, comme on sait que vous l'avez suivi dans le plan de résilience économique et sociale du gouvernement, qui dit que la croissance du PIB en 2019 va être revue à la baisse autour de 3%. Donc, elle va baisser de 3% par rapport à la prévision de 6,8% qui était prévue. Donc déjà, ça va impacter certainement l'ODD 8 qui porte sur la croissance. On en parlait ici, on voit ici dans le domaine de l'éducation, le fait que les élèves ne vont pas à l'école, ça va avoir certainement un impact sur l'éducation. Ça aura un impact justement sur la santé. Donc il y a des ODD, en tout cas, qui seront directement impactés et on va publier très prochainement les résultats sur cette question.
J'aimerais aussi préciser qu'aujourd'hui même, le PNUD a publié l'impact du Covid-19 sur l'indice du développement humain au niveau mondial et qui a montré que depuis la création de cet indice en 1990, donc depuis une trentaine d'années, c'est la première fois que l'IDH risque de baisser au niveau mondial. Et ça parce que l'IDH lui-même, c'est un indicateur qui est basé sur 3 composantes, l'éducation, la santé et les revenus. Et c'est les secteurs les plus impactés par cette crise. Parce qu'avec les 300 000 morts déjà, plus de 300 000 morts qu'on a enregistrés, ça va avoir un impact sur l'espérance de vie. Le revenu mondial, les prévisions disent que ça va être contracté de 4%, donc ça va avoir un impact sur le revenu global. Et le PNUD aussi a fait une première estimation en fait du taux effectif de déscolarisation en se basant sur le pourcentage d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ajusté et reflété par ceux qui n'ont pas accès à l'Internet. Et cette estimation indique que 60% des enfants dans le monde ne reçoivent pas d'éducation et ça, donc, ça va avoir un impact sur l'indice de développement humain. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Savo. Comme vous dites, il y a des ODD qui risquent d'être directement impactés, dont en tout cas les perspectives et les objectifs seront directement touchés. Lorsqu'on prend l'ODD 1, pas de pauvreté, 2, fin zéro, 3, la santé, 4, l'éducation, vous voyez qu'effectivement, ces sujets-là sont touchés de plein fouet par la crise que nous vivons actuellement. Nous le voyons au sein de Orange, actuellement avec une campagne justement d'aide aux populations démunies que nous organisons avec une campagne qui s'appelle Marmite du Cœur, dont l'objectif a été pendant tout le mois du Ramadan de distribuer des vivres à des populations défavorisées. Et il est vrai que vous tombez sur des situations extrêmement critiques et une paupérisation qui se développe. Et ça montre tout l'enjeu justement d'une forte implication du secteur privé pour accompagner les autorités dans l'atteinte de ces ODD-là. Je vais revenir donc au secteur privé en m'adressant à M. Barry. Monsieur Barry, M. Paul Polman, qui est l'ancien directeur d'Unilever, disait « Nous ne devons pas perdre de vue une rapide transition vers un modèle plus durable et équitable afin d'éviter de futures pandémies. » Que peuvent faire les entreprises? Beaucoup. La première étape est d'aligner leur stratégie avec les ODD, qui est, selon lui, le meilleur business plan au monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de M. Paul Polman? Alors, cette citation de M. Polman est effectivement d'actualité dans un contexte de cette crise du Covid, mais également dans un contexte plus global où les risques de crise sont de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes, mais également dans les entreprises, que ce soit dans le domaine sanitaire, à l'instar du Covid-19, sécuritaire avec le terrorisme, écologique avec le changement climatique, la pollution terrestre et des océans, la diminution de ressources en eau. Alors, cette citation renvoie également à la nécessité pour les entreprises non seulement d'accorder une plus grande vigilance par rapport à leur écosystème économique, social, environnemental et sociétal, mais également de saisir toutes les opportunités qui sont offertes par les différentes transitions numériques, énergétiques, écologiques, entre autres. La gestion des risques, mais également l'analyse des enjeux partagés par les entreprises et les populations deviennent désormais un élément essentiel de la gouvernance d'une entreprise tel que c'est recommandé dans l'ODD 16. Donc, une bonne compréhension de la portée et du sens de la RSE stratégique permet justement aux dirigeants de l'entreprise
d'aligner leur stratégie business avec les objectifs de développement durable et contribuer ainsi, de par l'influence, à faire évoluer la question du développement durable dans le pays et au-delà sur la planète. Autre élément important sur lequel je voudrais insister, il s'agit de la notion de partenariat qui sous-tend une exigence d'un dialogue de qualité entre les entreprises et leurs parties prenantes dans l'esprit de l'ODD 17. Une entreprise, quelle qu'elle soit, et quelle que soit son influence, ne peut impacter seule les ODD. Et malheureusement, nos entreprises sont encore trop repliées sur elles-mêmes vis-à-vis de leur écosystème, limitant souvent leurs relations et le dialogue avec leurs partenaires qu'à des échanges commerciaux, les questions de développement durable n'étant pas toujours perçues comme une priorité. Et je pense que c'est un peu le combat et la lutte que nous avons avec des entreprises comme Sonatel pour justement essayer de faire comprendre que ces priorités doivent changer dans les entreprises. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. D'accord. Merci, M. Barry. C'est vrai que lorsqu'on parle de RSE, on a la norme ISO 26000, qui est la norme référence en termes de RSE. Mais de plus en plus, on voit que les entreprises prennent en compte justement ces 17 ODD-là et que sur cette base, vont mettre en place une stratégie qui va correspondre aux besoins et aux attentes des différentes parties prenantes. Et notamment, également, lorsque je prends le cas d'une structure comme Sonatel, accompagner l'État dans ses différents projets de transformation numérique. Je vais m'adresser à M. Bayel pour continuer à parler de l'État. Monsieur Sabot a parlé justement de cet accompagnement et de ce pilotage auprès de l'État dans le cadre des ODD. Mais est-ce qu'on peut, de manière précise, savoir comment est-ce que l'IUT, justement, accompagne l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de Connect 2030? Allô? Votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Madame la modératrice. Alors, il faut dire que depuis 2017, en 2017, il y a eu la Conférence mondiale de développement des télécommunications, ce qu'on appelle communément la CMDT. Et cette conférence mondiale-là a défini les initiatives régionales pour chaque région. L'UIT compte 6 régions, l'Afrique est une région à part entière, l'Afrique subsaharienne, vous m'entendez. Et les pays africains ont défini eux-mêmes les 5 initiatives régionales qu'ils estiment pertinentes pour le développement des TIC, la promotion de l'économie numérique. Et je vais vous citer ces initiatives régionales-là. La première initiative régionale est relative à bâtir l'économie numérique et à la promotion de l'innovation en Afrique. La seconde est relative à la promotion des technologies large band émergentes, le broadband émergent. La troisième est relative à bâtir la confiance et la sécurité dans l'usage des TIC, donc c'est la cybersécurité. La quatrième est relative au renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Et enfin, la cinquième est relative à la gestion et au monitoring du spectre de fréquences radioélectriques et à la transition vers la radiodiffusion numérique. Voilà les 5 axes stratégiques que les pays africains ont estimés pertinents pour le développement des TIC et pour la On ne vous entend plus, M. Bayel. De l'économie numérique. L'UIT travaille donc depuis 2002 et donc le Sénégal bénéficie également de cet accompagnement de l'UIT. Mais de façon spécifique, pour en venir au Sénégal, en termes de projets concrets réalisés ces dernières années au Sénégal, je citerai un projet dont vous, Sonatel, vous êtes un des acteurs, à savoir le projet M-Diabète, conçu dans le cadre du partenariat BLFB Mobile de l'UIT et de l'OMS, donc pour mettre les TIC à contribution dans la prise en charge des maladies non transmissibles. Donc, le M-Diabète a été un projet qui a été déroulé ici au Sénégal de 2014 à 2017.
La connexion de M. Badiane n'est plus très stable. On l'a un peu perdu. Ah, je pense qu'il a dû avoir un petit problème technique. Monsieur Badiane, on ne vous entend plus. D'accord. En attendant qu'il nous rejoigne de nouveau, je pense que c'est un tout petit problème technique. Je vais m'adresser à Monsieur Sanga. Alors, Monsieur Sanga, l'éducation est un axe important de vos activités. Je pense que c'est un des piliers de l'activité de l'UNESCO. Pour son aide également, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise. Il y a quelques jours, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, disait dans une interview que l'éducation en général et celle des filles en particulier est actuellement très menacée par cette crise du Covid. Est-ce qu'au niveau du Regional Office du West Africa, vous avez mis en place un dispositif à ce sujet pour justement combattre ce risque de décrochage qu'on voit au niveau des jeunes filles? Lorsque cette crise est arrivée, tout de suite, nous sommes, en tant qu'UNESCO, revenus à l'une de nos priorités globales. Dans tout ce que l'UNESCO fait, il y a ce qu'on appelle deux priorités globales. La première, c'est l'Afrique. L'Afrique, pourquoi? Parce que dans tous les domaines d'intervention de l'UNESCO, que sont l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information, les besoins sont les plus importants sur ce continent. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous nous assurons que l'Afrique a une part importante des interventions de l'UNESCO. La deuxième priorité, à laquelle faisait d'ailleurs référence la directrice générale de l'UNESCO, c'est l'égalité des sexes. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas nous permettre, en tant qu'humanité, en tant que continent, de nous passer de plus de 50% de la population dans notre marche vers le développement. Maintenant, lorsque cette crise est arrivée, une des premières conséquences a été de cloîtrer les enfants à la maison, les apprenants et les apprenantes. Les jeunes filles, même dans cette situation, ont payé un lourd tribut dans ce confinement à la maison. Pourquoi? Parce que premier type d'inégalité, c'est qu'il y a des jeunes filles qui sont dans des familles qui n'ont pas accès à Internet, donc qui ne peuvent pas avoir accès à cet enseignement à distance. Deuxième chose, même lorsque nous avons combiné avec la télévision et la radio, il existe encore des ménages qui n'ont ni télévision ni radio. Donc voilà pourquoi nous avons préconisé avec le ministère de l'Éducation nationale des possibilités aussi de photocopier le même matériel qui passe à la radio, à la télévision, sur les plateformes numériques et aller le distribuer sous condition de prendre les mesures qu'il faut dans les circonstances aux familles qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre. Et cette première conséquence fait que pour les filles, par exemple, il y a une possibilité de décrochage scolaire, possibilité d'augmentation de mariage précoce, possibilité des violences basées sur le genre, possibilité de retrouver les jeunes filles de plus en plus impliquées dans les travaux domestiques parce qu'elles sont à la maison et consacrer très peu de temps à l'enseignement, à la continuité pédagogique, même lorsque le ménage a accès à cet enseignement à distance. Vous voyez qu'entre le jeune garçon et la jeune fille, il y a cette dualité qui fait qu'il faut que nous portions une attention toute particulière à la jeune fille lors du passage à travers cette crise. Voilà un certain nombre de choses que nous faisons avec les parents, avec les gouvernements, pour pouvoir faire en sorte qu'on n'oublie pas que la manière dont cette situation affecte les garçons est très différente de la manière dont ça affecte les filles. Maintenant, de façon générale, vous savez que lorsque nous parlons des inégalités en termes de rémunération sur le marché du travail, c'est tout simplement parce qu'à la base déjà, nos systèmes d'éducation ont été faits de telle sorte que la jeune fille n'embrasse pas les carrières des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce qui fait qu'elles embrassent des carrières plus tard
qui ne sont pas les carrières d'ingénieurs, les carrières de médecins qui sont plus rémunératrices. Voilà pourquoi nous avons des programmes en place qui font en sorte que nous puissions démystifier les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques auprès des jeunes filles en travaillant avec les parents, en travaillant avec les enseignants pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui puissent embrasser ces carrières dans le futur et ainsi réduire les écarts des rémunérations plus tard dans la vie. Voilà un certain nombre de choses que nous faisons et lorsque nous avons appris que les États commencent à travailler sur le retour en classe, par exemple pour le Sénégal, au 2 juin, nous aurons un retour en classe pour les élèves dans les classes d'examen. Nous avons travaillé avec les gouvernements, c'est la Banque mondiale, l'UNICEF, le HCR, pour pouvoir préparer un guide pour le retour à l'école. Ce guide inclut le fait qu'il faut préparer les écoles pour recevoir les enfants dans la situation où la maladie est encore en train de courir. Ça inclut d'avoir des toilettes qui permettent d'avoir des toilettes séparées pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Voilà un ensemble de mesures que nous prenons pour favoriser la fréquentation scolaire de la part des jeunes filles. Vous l'avez dit, la reprise des cours est prévue pour début juin. Le 2 juin. Le 2 juin, exactement. C'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sur les mesures. Et donc, cela fait c'est une nécessité vraiment pour l'UNESCO, pour l'État, pour le ministère de l'Éducation nationale de mettre en place tout le dispositif pour assurer la sécurité des élèves, des professeurs, et je suis sûre qu'on y arrivera. Et vous avez parlé de ce volet vraiment spécifique aux jeunes filles qui malheureusement, et les femmes également, qui malheureusement dans des situations comme ça, que ce soit de guerre, que ce soit de pandémie, souffrent beaucoup de ces situations-là, très souvent beaucoup plus que les hommes. Monsieur Sabo, l'agenda pour les ODD est 2030, donc les objectifs doivent être atteints. Il y a des objectifs qui doivent être atteints d'ici 2030. De nombreuses parties prenantes sont aujourd'hui très sceptiques quant à l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, ça fait 5 ans que les ODD sont déployés. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui sont très sceptiques? Merci. Je pense que le scepticisme des parties prenantes est surtout lié au caractère ambitieux de l'agenda 2030. Certes, l'agenda 2030 est ambitieux, mais son ambition est à la hauteur, j'allais dire, des défis auxquels le monde traversait au moment où cet agenda a été adopté et de l'urgence de les relever. L'agenda est aussi ambitieux, mais nous pensons qu'il est à la portée, en tout cas du monde, parce que les ressources financières au niveau mondial existent pour pouvoir mettre en œuvre ces agendas, parce qu'au début de sa mise en œuvre, l'épargne mondiale est 2 fois plus importante que le coût global des ODD, les estimations qui ont été faites. Donc, à l'époque, pour mettre en œuvre les ODD au niveau mondial, on a besoin d'à peu près 10 000 milliards de dollars. Et l'épargne mondiale est autour de 20 000 milliards à l'époque. Donc, les ressources financières sont là. Les connaissances et les technologies aussi sont disponibles au niveau mondial pour pouvoir progresser vers la mise en œuvre de ces ODD. Ce qui reste, vraiment, c'est l'engagement politique à pouvoir vraiment, réellement mettre en œuvre ces ODD. L'engagement politique y est, puisque c'est l'ensemble des États qui l'ont signé, mais dans la mise en œuvre, il faut que ça soit affirmé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, chaque 4 ans, il est prévu, dans le cadre du suivi de cet agenda, que le secrétaire général des Nations Unies élabore un rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire le point. Donc, en 2019, le premier rapport quadriennal a fait 3 constats majeurs.
des avancées ont été obtenues dans certains domaines, ça c'est indéniable. On a vu le taux de mortalité des enfants qui a baissé considérablement. Le taux de vaccination est aussi très important au niveau mondial. Il y a eu des avancées dans certains domaines, mais il reste encore des problèmes immenses à résoudre au niveau mondial. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est celui de l'impératif d'avoir une vision holistique de cet agenda, de façon à cibler les secteurs ou les domaines très spécifiques qui vont avoir un impact beaucoup plus large sur les 17 ODD. Et ça, c'est le premier constat qui est fait pour qu'on puisse avancer. Et troisièmement, le troisième constat, c'est que les domaines prioritaires qui ont été identifiés et pour lesquels, justement, le secrétaire général des Nations Unies et les Nations Unies ont déclaré la prochaine décennie, la décennie d'action, les deux domaines prioritaires retenus, c'est celui des changements climatiques. Monsieur Sabo, également. Vous me suivez? Allô? Allô? Alors, monsieur Sabo, votre connexion est moins bonne. Allez-y, monsieur Sabo. Je pense que c'est à son niveau. Hein? Oui, non, c'est à son niveau. Hein? Vous êtes de retour. Oui. OK, d'accord. Oui, on vous entend. D'accord, d'accord. Donc, j'ai cité les trois grands constats pour les rappeler rapidement. Il y a eu des avancées, mais qui restent des points importants, des aspects importants, des problèmes importants à résoudre. Deuxièmement, il faut avoir une approche holistique et identifier les secteurs cibles sur lesquels il faut agir pour qu'on ait plus d'impact au niveau des différents ODD. Et le troisième constat, c'est de dire la décennie d'action qui nous sépare en tout cas de l'horizon 2030, de l'échéance 2030, de se focaliser beaucoup plus sur la question des changements climatiques et la question de réduction des inégalités entre les pays et à l'intérieur du pays. Donc voilà un peu le constat qui est fait. Alors pour pouvoir accompagner tous ces efforts, les Nations Unies recommandent d'agir, en tout cas en termes d'accompagnement sur 7 domaines. Je vais les citer très rapidement pour pouvoir donc renforcer, en tout cas pour pouvoir progresser vers la réalisation de ces 17 ODD. La question des financements, il faut que les financements puissent suivre, améliorer la résilience des personnes et des communautés. Donc nous l'avons vu avec cette crise du Covid-19, il suffit d'une catastrophe pour que vraiment tous les efforts entrepris voient s'effondrer. Et le troisième, c'est mettre en place, vraiment favoriser des économies viables et ouvertes à tous, de façon à ce que chaque citoyen puisse profiter du fruit de la croissance dans le pays, que la croissance soit inclusive. Quatrième domaine, c'est le renforcement des institutions pour qu'ils soient encore plus efficaces. Donc, renforcer leur efficacité. Agir aussi au niveau local. Donc, là aussi, c'est un aspect important puisque tout le jeu se fait au niveau communautaire. Donc, il faut agir au niveau local pour qu'on puisse progresser vers la réalisation de ces ODD. Il a été aussi recommandé d'exploiter de meilleure façon les données statistiques qui existent pour bien évaluer la situation et essayer de construire, en tout cas sur la base des données factuelles. Ensuite, le dernier et qui intéresse d'ailleurs le thème de ce panel, c'est une utilisation accrue de la science, des technologies et de l'innovation pour promouvoir le passage au numérique. Donc voilà un peu le point qui a été fait dans le cadre au niveau global. Et cette photo, en tout cas, est la même pour l'Afrique et aussi pour l'ensemble des pays, notamment les pays africains comme le Sénégal. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la question qui est posée. À vous, merci. Merci, M. Sabo. Donc, un agenda à la portée du monde, des avancées certaines dans de nombreux domaines. Donc, on peut rester optimiste en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, qui reste encore 10 ans.
Alors, juste une petite question. Est-ce que c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunit chaque année au mois de septembre qui fait l'évaluation ou comment se passe l'évaluation au niveau international? Oui, donc comme je l'ai dit tantôt, le plan de suivi, évaluation de cet agenda est structuré en, j'allais dire, en 4 composantes essentielles. Premièrement, il est demandé à chaque pays de faire un rapport de suivi au niveau national. Deuxièmement, il est recommandé des revues par les pairs au niveau régional pour que les pays puissent partager leur expérience. Donc, par exemple, au niveau de la région UEMOA, la région CEDEAO ou la région du continent africain, il est recommandé que les pays se réunissent pour faire cette revue de pairs. Troisièmement, chaque année, il est dans le cadre du forum de haut niveau qui se tient à New York, un certain nombre de pays volontaires sont sélectionnés qui viennent présenter au cours de ce forum leur expérience et leur rapport de suivi. Donc, comme je l'ai dit, le Sénégal a participé de manière volontaire à ce forum en 2018. Mais les pays participent pour voir les discussions, participer aux différentes discussions. Le quatrième niveau, c'est ce rapport quadriennal que le secrétaire général doit faire tous les 4 ans pour faire le point en consolidant tous les rapports nationaux et même les rapports thématiques. Il y a même un 5e cadre qui fait le point sur les rapports thématiques. Par exemple, sur la question de l'éducation, il est prévu aussi de manière régulière de faire le point des avancées et dans les autres secteurs aussi. Donc, voilà un peu les cadres de suivi et évaluation de l'agenda 2030 qui est prévu dans le cadre de cet agenda. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sabo. Donc, une évaluation qui est vraiment très précise de l'engagement et de l'atteinte des objectifs par les États qui sont accompagnés dans cette dynamique par le secteur privé qui s'engage fortement pour l'atteinte de ces 17 ODD-là. Et ça me permet de m'adresser à Monsieur Barry. Il est vrai que, on l'a dit tantôt, on a une économie qui est essentiellement informelle, plus de 95%. Très peu d'entreprises aujourd'hui sont dans cette dynamique de RSE, mais il est quand même important de les accompagner sur cette appropriation des ODD. Et comment vous, votre réseau, l'initiative RSE Sénégal, accompagne les entreprises pour évaluer les impacts, se fixer des objectifs ambitieux et communiquer sur les résultats de manière transparente? Alors, notre ambition et notre défi au niveau de RSE Sénégal, c'est d'avoir effectivement une masse critique d'entreprises et d'organisations publiques. Hein. Je ne me limite pas qu'aux entreprises, puisque la RSE concerne également les organisations. Donc, des entreprises et des organisations qui partagent publiquement des informations pertinentes sur des pratiques exemplaires en matière de RSE, donc c'est ce que l'on vise, mais également sur des projets RSE structurants ayant un réel impact significatif sur les ODD. Alors, ceci nécessite que l'on intègre la RSE dans les systèmes de management des entreprises et que sur la base d'indicateurs extra-financiers, donc on puisse assurer la notion de principe de redevabilité et de transparence qui doit être la règle au niveau des entreprises. Bon, bien entendu, pour arriver à un tel objectif et déployer la RSE et le développement durable dans le pays, je considère que les entreprises doivent collectivement, à travers des réseaux, quels qu'ils soient, et des organisations d'entreprises, être soutenues par les pouvoirs publics. Et là, j'ai bien entendu ce que M. Sabo a dit en termes d'appui, de ressources, parce que les ressources existent pour accompagner les parties prenantes. Et donc,
comment accompagner les entreprises par une offre de services qui soit dédiée à la RSE et au développement durable. Je pense notamment à la sensibilisation et la formation. Je pense au conseil pour aider les entreprises à mettre en place de vraies démarches de responsabilité sociétale. Je pense également à l'appui à mettre en place de l'expertise pour les entreprises pour faciliter la mise en œuvre de projets structurants de développement durable. Je pense que c'est là où se situe le besoin des entreprises. À charge pour nous, les entreprises qui sont au sein de l'initiative RSE Sénégal et globalement des organisations, de nous organiser pour proposer, pour mutualiser, en tout cas, une requête sur une mise à niveau des entreprises en matière de RSE. Alors, l'offre de conseil me paraît essentielle, car tout l'enjeu de la RSE, en définitive, est de faire comprendre aux dirigeants d'entreprise leur intérêt à positionner comme prioritaire dans leur business model tel enjeu en lien avec le développement durable plutôt que tel autre enjeu. Parce que vous avez dans les ODD 15 ODD, lesquels sont les plus prioritaires. Chaque partie prenante exprime la priorité de son ODD. Donc, en fait, c'est souvent dans l'entreprise une question d'arbitrage et d'opportunité. Alors, il faut reconnaître que les exercices qui ont été menés jusqu'à présent dans le cadre de l'initiative RSE Sénégal montrent bien que les enjeux des ODD sont très peu considérés comme une priorité. Et donc, c'est tout le défi que nous avons à essayer de changer ces priorités-là. Oui, effectivement, M. Barry, un vrai challenge, hein, un vrai défi. Même si on a vu ces 5 dernières années une très grande évolution dans la compréhension et la mise en œuvre de la RSE, on peut être optimiste en ce qui concerne l'appropriation également par les entreprises des 17 ODD, sachant que, vous l'avez dit, l'idée maintenant, c'est d'identifier quels sont ceux qui sont prioritaires, très souvent par rapport à un contexte, par rapport à des parties prenantes et par rapport à une activité. Alors, je ne sais pas si M. Badiel est de nouveau parmi nous. Oui, je suis de retour. J'avais été déconnecté. Voilà. Très bien. On est ravis de vous avoir de nouveau parmi nous. Et vous étiez en train de nous parler de votre accompagnement dans le cadre de Connect 2030 avec l'État du Sénégal. Exactement. Alors, j'avais donc cité les 5 initiatives régionales qui sont communes à tous les pays africains, à tous les pays du continent, pour lesquels l'UIT apporte son appui, son accompagnement à tous les pays, dont justement le Sénégal. Et à côté de cela, de façon spécifique, j'avais cité un projet, parmi les projets récents conduits ici au Sénégal, le projet M-Diabète, qui avait été conduit de 2014 à 2017 dans le cadre du programme mondial Healthy B-Mobile conduit par l'UIT et l'OMS. Et ce projet M-Diabète a tellement connu du succès que même au-delà de sa date de clôture en 2017, il se poursuit ici au Sénégal. Et pour preuve, nous conduisons en ce moment une campagne M-Ramadan avec vous, les opérateurs télécoms. Et cette campagne M-Ramadan va s'achever peut-être une semaine après le Ramadan, certainement d'ici la semaine prochaine. Et deuxième projet que j'avais voulu citer, c'est le projet de diagnostic de la rétinopathie diabétique. C'est un deuxième projet, un peu comme une continuité du premier, toujours conduit par l'UIT et l'OMS pour le Sénégal, donc à travers le ministère de la Santé. Ce projet-là, il vient d'être lancé et il est en cours. Voilà les 2 projets dont je voulais parler de façon spécifique pour le Sénégal. Merci, M. Badiel. Comme vous l'avez dit, Sonatel s'est engagé aux côtés de l'IUT depuis le lancement de la campagne M-Diabète, qui permet d'envoyer des SMS d'information et de sensibilisation aux personnes atteintes de cette maladie-là. Et ça montre bien que ça rentre dans l'ODD 3 lié à la santé et comment les nouvelles technologies peuvent être un outil très simple
pour accompagner les populations dans le cadre de maladies et autres. Alors, Muntaga, nous arrivons bientôt au terme de ce e-panel qui a été très riche et plein d'enseignements. Est-ce qu'on peut prendre une question ou deux avant de redonner la parole à nos intervenants pour le mot de la fin? Oui, j'ai juste une question posée sur LinkedIn adressée à Michel Badiel. Je pense que déjà il a en partie répondu à la question concernant l'apport des entreprises, des institutions, en parlant de technologie, bien sûr, concernant la lutte contre cette pandémie COVID-19. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les entreprises, les institutions puissent, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour apporter la technologie au sein donc des populations pour justement participer à la lutte contre cette pandémie? C'est la seule question que j'ai eue pour le moment. Très bien. Monsieur Badiel, je vous laisse répondre à la question et en même temps dire un petit mot. Comme nous arrivons au terme de ce e-panel-là, nous allons faire le tour des intervenants pour clôturer. D'accord, merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, je pense que la digitalisation, et si cette digitalisation-là était intégrale, permettrait de lutter efficacement contre la COVID-19. La preuve en est que depuis l'avènement de la COVID-19, beaucoup de choses se font en ligne. Les réunions se font en ligne. La preuve en est que nous sommes en train de conduire cette réunion en ligne. N'eût été la COVID-19, on se serait retrouvé quelque part dans les locaux de la Sonatel ou ailleurs pour conduire cette réunion. Aujourd'hui, grâce au numérique, les paiements se font en ligne. Avec, par exemple, le mobile money, beaucoup de gens arrivent à régler les factures d'eau, d'électricité, de téléphone, et même les frais de scolarité, etc. Bon, avec la digitalisation, on arrive à faire beaucoup de choses en ligne et donc, quelque part, ça permet de respecter une des normes édictées dans le cadre de la prise en charge de la maladie, à savoir la distanciation physique ou distanciation sociale selon les terminologies. Et d'un autre côté aussi, à travers les TIC, on peut envoyer des messages d'information et de sensibilisation aux populations par rapport à comment se comporter face à cette pandémie de COVID-19. Je pense qu'au Sénégal aussi, ça se fait déjà, parce que le régulateur de télécommunications, l'ARTP, a eu à faire appel à tous les opérateurs pour permettre l'envoi de SMS d'information, de sensibilisation aux populations de façon générale, tout comme ce qui se faisait dans le cas du M-Diabète. Voilà autant de moyens qui permettent au pays, aux organisations de faire face en tout cas à cette pandémie de COVID-19. Voilà, je m'en arrêterai là pour l'instant. Merci, Monsieur Badiel. Je donne la parole à Monsieur Sanga. Monsieur Sanga, ça fait 1 heure que nous discutons, que nous échangeons autour de ces ODD, des nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire pour clôturer cette discussion? Je voudrais commencer par dire que les questions qui sont traitées par l'UNESCO ne se limitent pas à l'ODD 4, qui est l'éducation de qualité, quand bien même ça joue un rôle central dans le processus de l'atteinte de tous les ODD. Cette pandémie qui est venue défier le continent africain à l'instar des autres continents, a certes nous a certes posé énormément de problèmes, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité pour nous de pouvoir faire une très bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir régler les questions et les problèmes auxquels font face les Africains. Qu'il s'agisse de la continuité pédagogique lorsque nous sommes confinés, qu'il s'agisse de faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise information sur la pandémie et comment pouvoir mettre en place des mesures pour endiguer cette pandémie, qu'il s'agisse de pouvoir travailler sur la recherche et le développement pour trouver une cure ou un vaccin contre cette maladie, nous pensons que les TIC jouent un rôle très important. Et il ne faudrait pas que nous attendions lorsqu'il y aura une prochaine crise pour pouvoir, encore une fois, faire appel à ces TIC. Il faut que les TIC fassent partie de notre travail au jour le jour, de telle sorte que nous pouvons
nous puissions prévenir ce genre de crise ou alors faire face à ces crises lorsqu'elles arrivent dans le futur. Je vous remercie. Merci, M. Sanga. Donc, identifier les opportunités qu'on peut tirer de cette crise du Covid, notamment dans des domaines tels que le numérique. Il est vrai qu'on a vu que ça a beaucoup accéléré la transformation digitale dans le secteur privé et il est important justement qu'on puisse en tirer les bons côtés et ce dans tous les secteurs. Monsieur Sabo, quels mots pouvez-vous nous dire pour mettre fin à ce petit panel? Merci. Mon mot de la fin, c'est juste partager aussi les résultats d'une étude qui a été réalisée au niveau du Bureau Afrique du PNUD pour faire une analyse holistique, en tout cas des différents ODD et des différentes cibles qui leur sont associées, pour essayer de voir, et ça peut orienter aussi la priorisation dans les différents pays et aussi en termes d'appui du secteur privé pour accompagner la réalisation des ODD. Et l'étude a ressorti que les top 5 des secteurs prioritaires qui ont le plus d'impact sur les autres ODD sont d'abord l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie donc lié à l'ODD 7. Le deuxième, c'est l'éducation. Le troisième, c'est l'accès à l'eau potable. Le quatrième, c'est la question du genre. Et le cinquième, c'est au niveau de la santé, mais spécifiquement la cible 3B de l'ODD 3 qui concerne le renforcement du financement de la recherche-développement pour découvrir les vaccins contre les maladies les plus importantes. Tiens, ça ne nous dit rien. Donc, ça montre justement que c'est une cible importante. Et ça, c'est une évaluation qui a été faite bien avant, qui montre que ces top 5 des secteurs et des cibles, des ODD, si on agit sur elles, on aura beaucoup plus d'impact sur les 17 ODD. Donc, voilà un peu mon mot de la fin par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Merci. Merci, M. Sabo. Il est vrai que les 17 ODD sont tous très importants. Mais comme vous l'avez dit, les 5 qui sont l'énergie, l'éducation, l'eau, les questions de genre et de santé sont un top 5 qu'il faut adresser de manière prioritaire en fonction des contextes et des pays et des individus. Last but not least, je vais donner la parole à M. Barry. Philippe? Merci. Alors, merci, Madame Dir. Donc, juste pour conclure, rappeler en fait la place du secteur privé dans l'atteinte des ODD. Je pense que c'est un acteur majeur et rappeler l'importance donc de sensibiliser, de faire en sorte que le secteur privé, les entreprises s'approprient réellement ces questions de développement durable. Et l'éthique sont un extraordinaire outil de sensibilisation qu'on n'utilise pas peut-être encore de manière ultra performante, mais je pense que voilà, il y a tout un travail qu'on doit réaliser avec justement les partenaires au développement, avec l'État, avec des entreprises comme Sonatel, pour justement maximiser ces outils qui sont à la portée aujourd'hui des entreprises sur la question de la digitalisation. Donc, voilà, pour conclure, comment on peut vraiment utiliser les TIC pour une appropriation réelle des ODD par les entreprises. Merci, M. Barry. Donc, l'éthique et les ODD, c'était le thème de notre e-panel aujourd'hui. Je voudrais remercier chaleureusement chacun des intervenants. Nous avons eu des discussions extrêmement riches et enrichissantes qui ont vraiment permis de comprendre ce sujet qui sont les objectifs de développement durable, qui sont au cœur de notre quotidien. Très souvent, on pense que c'est un sujet qui est très scientifique, mais il suffit de s'y pencher quelques minutes pour comprendre qu'il s'agit de notre quotidien. Il s'agit de l'humain avant tout
et il est important que chacun et chacune en prenne connaissance. Muntaga, je vais te laisser le mot de la fin. Je pense qu'il nous reste encore 2 minutes. Oui, c'est bon, hein. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'était tellement intéressant que les gens ont préféré suivre et laisser des likes comme approbation de ce qui est dit. Donc, moi aussi, je remercie tous les panélistes et donc vous dire que vous pouvez retrouver donc cette émission en ligne sur le lien que j'ai partagé sur la chaîne YouTube de Sonatel, sur la page Facebook de Sonatel, Twitter, également sur la page de Digital 24. Donc, Solange, je te laisse le soin de clôturer. Je te remercie également et on remercie également tous les internautes qui nous ont suivis pour cette discussion passionnante et nous leur donnons rendez-vous très bientôt pour une autre édition des lives du social, les lives du social Hub de Sonatel. Les lives du social hub de Sonatel. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants et je vous souhaite une bonne soirée et un bon debout. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et à la prochaine. À tout le monde. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye.